et tué des femmes et des enfants. Des ogres qui incarnent le mal absolu. Des ogres qui étaient pourtant tous mariés à une épouse dévouée. Une femme qui savait tout, mais qui a laissé faire. Elle s'est décidée à mettre des œillères. Elle faisait le geste d'ailleurs avec ses mains comme ça. Elle a laissé cette petite fille pleurer et l'appeler au secours toute une nuit. Comme dans les contes pour enfants, la femme de l'ogre ne vient jamais au secours des victimes, alors qu'il lui suffirait d'ouvrir une porte pour les sauver. On se dit que devant ce monstre qui était à côté d'elle, elle ne pouvait pas faire autrement. C'est faux. Monique Olivier, victime pendant 17 ans d'un homme qui l'a tyrannisée, c'est pas possible. Ces femmes, qui se présentent comme des victimes, ont toutes joué un rôle majeur dans les crimes de leur mari. Elle est clairement au moins à 2 reprises au volant de la camionnette. Karla Homolka va même aller jusqu'à offrir à son amoureux sa petite sœur. Elle n'est pas la femme de l'ogre. Elle est aussi elle-même ogresse. Qui sont ces femmes? Pourquoi choisissent-elles d'épouser un prédateur sexuel? Sans elles, leurs hommes seraient-ils devenus les tueurs en série que l'on connaît? Pour moi, clairement, sans Monique Olivier, cette liste de victimes n'existe pas. L'attirance sexuelle pour un criminel porte un nom, l'hybristophilie. Une déviance qui touche des épouses de grands criminels, mais aussi des femmes qui rêvent de s'en approcher. Anders Breivik, c'est quand même quelqu'un qui va tuer en une journée 77 personnes. Et ça fascine énormément. Émile Louis et des lettres d'amour. Bien sûr, Émile Louis, Francis Saul, tous ces grands tueurs déclenchent quelque chose chez ces femmes-là. Sur toutes les voitures, il y avait ces photos de Julie, de Mélissa, après de Anne, de Eve, de Laetitia, de Sabine. Toute la Belgique cherchait ses enfants, en fait. Et voilà, donc c'est cette maison. Enfin, on ne voit plus la maison. La maison est recouverte entièrement d'une fresque. La maison de l'horreur, celle de Marc Dutroux. Le fait de revenir ici, ça provoque encore le même sentiment de malaise. On a du mal à croire que c'était là. 15 août 1996. 2 jeunes filles sortent de cette maison sous les caméras. Laetitia a 14 ans. Elle a été enlevée 5 jours plus tôt. Sabine a 12 ans, elle est portée disparue depuis 3 mois. Il y a à la fois, évidemment, un mélange de soulagement de voir ces jeunes filles qui sont vivantes. Et puis aussi, enfin en tout cas, moi il me semble que j'ai eu cette image, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est une horreur, c'est un film d'horreur. Et ce n'est que la première image d'un film d'horreur qui ne va pas cesser de se dérouler jour après jour. Au sous-sol de la maison, les policiers découvrent le lieu du calvaire des jeunes filles. Derrière cette étagère et une lourde porte, un cachot de 2 mètres carrés. Un piège diabolique. Deux jours plus tard, des pelleteuses mettent au jour dans le jardin les corps de 2 fillettes. Julie et Mélissa, 9 ans. Elles aussi ont été enfermées et violées dans cette cave.
Elles y sont mortes de faim. 2 autres corps seront encore découverts. Ceux de Anne et Effie, 17 et 19 ans. Elles ont été violées, droguées et enterrées vivantes. Le mal a désormais un visage, celui de Marc Dutroux. Et ce démon a une femme, Michèle Martin. Une institutrice de 36 ans, mère de 3 enfants, qui n'a jamais dénoncé son mari. Pire, c'est elle qui a laissé mourir de faim Julie et Mélissa. Michèle Martin devient la femme la plus haïe de Belgique. Elle a été taxée de monstre. Comment a-t-elle pu s'arrêter à l'entrée de cette maison? Comment n'est-elle pas descendue dans cette cave? Pourquoi n'a-t-elle pas ou libéré ou nourri ses enfants? C'est probablement la question qu'aujourd'hui encore, tout le monde se pose. 25 ans plus tard, les journalistes belges tentent toujours de résoudre l'énigme Michèle Martin. Bonjour. Malika Attar a consacré plusieurs documentaires à l'ex-Madame Dutroux. Elle a pu la filmer en détention et a aussi obtenu d'elle une longue lettre de témoignage. La haine de toute une population. Je suis continuellement rejugée et réduite à la faute. Pourtant, j'assume entièrement ma part de responsabilité dans cette tragédie. Voilà, et donc là, c'est la lettre. Alors, c'est une lettre qui est donc arrivée le 1er novembre 2008 déjà. Et voilà, elle parle, beaucoup de gens sont convaincus à tort que mon implication de l'effet fut volontaire, que je n'ai pas de remords. Mais pourquoi est-ce si difficile de comprendre qu'une femme dépendante, battue, soumise, isolée, mère, se laisse détruire faute d'amour et de secours? Comment suis-je arrivée à une telle déchéance? Comment ai-je pu laisser mourir des enfants? En fait, elle répond par une introspection. Et sa réponse, c'est son histoire. Et donc, tout au long de son histoire, depuis son enfance, elle va nous parler aussi de son enfance. Elle va nous parler de sa rencontre avec Marc Dutroux. Elle va nous parler de l'amour inconditionnel qu'elle lui portait. Donc, cette réponse est à chercher progressivement dans le déroulé de son histoire et qui est menée de bout à bout par l'emprise. Une femme sous emprise, c'est sous ce jour que Michèle Martin s'est toujours présentée. Comme à ce psychiatre qui l'a expertisé, ou à cet écrivain qui l'a rencontré à de nombreuses reprises en détention. On la voit effectivement comme, on pourrait dire, reprenant ses esprits. J'ai l'impression d'assister à ça en quelque sorte. Elle se présentait comme ayant été envoûtée. Quelqu'un qui est envoûté après avoir séjourné ou en séjournant dans une secte. Comment cette femme est-elle tombée sous la coupe d'un violeur et tueur en série? Comment cette fille de bonne famille a-t-elle basculé? Elle qui a grandi dans une banlieue chic de Bruxelles. Fille unique, désirée et choyée par ses parents. Michèle Martin l'explique par le drame qui a bouleversé sa vie. Son père est mort en la conduisant à l'école, un jour où elle était en retard parce qu'elle avait oublié de prendre un petit masque de carnaval et la voiture a dérapé sur le verglas et est allée s'encastrer dans un camion. Et ce que sa mère a fait valoir, c'est que si elle n'avait pas été en retard, son papa n'aurait pas conduit la voiture à ce moment-là et l'accident n'aurait pas eu lieu. Elle va vivre en étroite relation, et on peut dire même en fusion au sens assez strict du terme, avec cette mère jusqu'à l'âge de 19 ans pratiquement. Un monde complètement enclos, où c'est la mère qui occupe tout l'espace. Donc ça a été comme ça jusqu'à son adolescence, jusqu'au moment où elle a rencontré Dutroux. Quasiment coupée du monde par sa mère, Michèle Martin sort peu et se réfugie dans ses études d'institutrice. À 21 ans, c'est à la patinoire qu'elle croise pour la première fois le regard de Marc Dutroux. Selon
selon ses mots, elle parle effectivement de coup de foudre, hein, elle tombe vraiment sous le charme de ce patineur chevronné, hein, qui est assez dragueur, qui est assez à l'aise sur les patins, qui parle très bien. Elle va très vite se blottir sur son épaule. C'est, dit-elle, son premier homme et à l'époque le seul homme de sa vie. Maintenant, l'amour, je ne suis pas sûre quand nous nous sommes rencontrés de l'avoir jamais entendu prononcer le mot amour. Je pense que je l'ai plus entendu dire, je l'avais dans la peau. C'était une passion, c'était un rush, c'était une figure pour elle. C'était un homme qui se présentait comme un rassurant, comme un qui sait où on va, qui l'a emmené comme une toute petite jeune femme qui se laisse prendre par un mec, quoi, voilà. Alors, elle achève ses études, mais elle dit, j'ai essayé de ne pas trouver du travail pour pouvoir rester tout le temps avec lui. Et on voit cette espèce de besoin qui était en elle depuis toujours, qui était de trouver un appui sur un personnage idéalisé, total, et qu'elle le trouve là. Et elle n'a eu qu'une seule envie, c'est vivre avec lui. Il ne lui a pas dit qu'il était marié, etc. Mais enfin bon. Leur histoire d'amour, elle commence par un mensonge, puisqu'il ne lui donne pas son nom de famille correct, et puis il ne lui dit pas qu'il est marié. Et assez vite, elle va découvrir ce mensonge. Elle va aussi découvrir que c'est un dragueur invétéré. Elle va aussi découvrir que c'est un voleur de chantier. Elle va assez vite découvrir que c'est aussi un pervers qui, dans une camionnette, peut repérer des filles, des très jeunes filles, et les violer. Dès le départ, Michel Martin ferme les yeux sur les perversions de son homme. En 1984, le couple donne naissance à un premier enfant. L'année suivante, Dutroux enlève et viole 5 jeunes filles. La plus jeune n'a que 11 ans. Michel Martin laisse faire et apporte même son aide en cas de besoin. Elle est clairement à 2 reprises, en tout cas, au moins à 2 reprises, au volant de la camionnette. Elle sait que ces fillettes sont enlevées pour être violées. Voilà, alors elle ne participe pas, mais parfois il y a des regards. Parfois elle sait que cet enfant va rentrer et va subir les outrages que l'on ose imaginer. Elle ne joue pas le même jeu que lui au niveau érotique ou sadisme. Et ça, je pense qu'elle est simplement un exécutant complice qui ne peut pas faire autre chose, qui ne pense pas faire autre chose, qui ne pense pas qu'elle peut faire autre chose que d'être celle qui est avec cet homme-là. Dutroux finit par se faire prendre et Michel Martin plonge avec lui. Mais derrière les barreaux, leur amour résiste. À la sortie, le couple se marie et donne naissance à son 2e enfant. Pas de quoi arrêter Marc Dutroux, qui veut reprendre les enlèvements et les viols. Mais pas question de retourner en prison. Alors, il fabrique une cache pour garder les filles. Michel Martin, elle, ne veut plus participer. Elle emménage dans une autre maison, à 30 km de là, avec ses enfants. Elle sait, et elle sait presque quasiment en temps réel, à en croire les auditions. Donc c'est-à-dire que dans les 2 derniers enlèvements, elle est prévenue. Hein, donc voilà, j'ai quelqu'un chez moi ou j'ai quelque chose chez moi, lui dit-il par téléphone. Et puis pour Laetitia, bon voilà, elle doit aspirer la camionnette qui a servi à l'enlèvement. Bon voilà, elle sait. Elle sait, mais elle se tait. Elle m'a raconté qu'elle venait d'accoucher de son dernier enfant quand il lui a annoncé la mort des 2 jeunes filles, de Anne et Effie. Et qu'une fois rentrée chez elle, elle s'est décidée à mettre des œillères. Elle faisait le geste d'ailleurs avec ses mains comme ça, tout le long de ses yeux, comme quelqu'un qui ne veut plus voir.
Et elle m'a dit à ce moment-là, elle s'est dit qu'elle n'allait plus s'occuper que de ses enfants et de son ménage et ne plus vouloir en savoir quoi que ce soit sur les agissements de Dutroux. Le mari pervers et violeur est devenu un assassin. Mais les horreurs semblent glisser sur Michel Martin, qui vient d'avoir son 3e enfant et vit toujours dans sa bulle. Quelques mois plus tard, lorsque Dutroux se retrouve une nouvelle fois en prison pour une histoire de camion volé, la réalité la rattrape. Il faut aller nourrir les fillettes, enfermées dans la cave de Charleroi. Il lui a demandé d'abord d'aller nourrir les chiens. Les chiens étaient enfermés dans la même maison que les petites filles. Elle est allée quelques fois nourrir les chiens, mais rien que les chiens. Il lui disait aussi de nourrir les enfants. Elle l'a fait une fois. Elle me dit qu'elle a balancé des boîtes de conserve et des bouteilles d'eau, et puis qu'elle s'est enfuie. Et que la fois suivante, elle n'a pas pu, dit-elle, y retourner parce qu'elle a eu peur et que sa peur consistait à imaginer des monstres qui allaient sortir de cette cave. Elle n'a pas été plus loin. Mais je pense qu'à ce moment-là, l'esprit critique, son esprit critique à elle était complètement obscurci. Et encore une fois, elle cherche pas, c'est pas vraiment une excuse. Elle dit simplement que c'était une angoisse épouvantable parce qu'il y avait une bête sauvage qui allait me sauter dessus, je me suis sauvé. Je suis assez prêt à croire qu'elle était sincère en rapportant ça. Sauf que si on lit ce qu'elle dit de ça, c'est Dutroux lui ordonne d'aller peindre la cage, elle va peindre la cage. Dutroux lui ordonne d'aspirer la camionnette, elle va aspirer la camionnette. Bon, Dutroux lui ordonne d'aller donner à manger à Julie et Mélissa et elle ne va pas donner à manger à Julie et Mélissa. Et elle n'alerte surtout personne. Michel Martin a choisi son camp. Protéger son mari, protéger ses enfants. Tant pis pour ses fillettes qu'elle a abandonnées à leur sort. La femme de l'ogre est toujours prête à sacrifier des innocentes. Michel Martin, quand elle laisse ses petites filles dans la cave, c'est Monique Olivier quand Elisabeth Brichet appelle au secours de l'autre côté de la cloison de sa chambre. Monique Olivier a de nombreux points communs avec l'ex-Madame Dutroux. Elle aussi s'est mariée avec un violeur et tueur en série. Elle aussi l'a aidé à enlever des fillettes. Elle aussi a joué la victime. Je vous assure, quand j'ai lu les déclarations de Monique Olivier, et j'ai eu l'occasion de lire les déclarations de Michel Martin, c'est du copier-coller. Elles emploient les mêmes mots, elles emploient les mêmes chemins pour nous guider vers cette notion qu'elles seraient ou sous emprise, ou elles avaient trop peur, ou elles n'ont pas pu faire autrement et elles étaient victimes. Humainement, c'est pas possible de fermer les yeux à ce point-là. Le couple Michel Fourniret et Monique Olivier revient régulièrement sur le devant de la scène judiciaire. Dernier rebondissement en date, l'affaire Estelle Mouzin. Cette fillette disparue en 2003 aurait bien été enlevée, violée et tuée par Michel Fourniret. Un dénouement rendu possible grâce à l'acharnement de cette avocate spécialiste des tueurs en série, Corinne Herman. Dans son bureau s'affichent les visages des victimes qui la hantent. Comme vous voyez, il y a beaucoup de victimes, donc ce sont des séries sur lesquelles on travaille, des séries de victimes non résolues. Certaines sont résolues, sont en cours de résolution. Souvent on parle de cold case, on dit bon, ce sont des vieux dossiers. Non, ces victimes, elles sont concrètes, elles ont vécu, elles étaient là, ce sont des enfants, des jeunes femmes, des hommes qui sont morts de la main d'un autre ou d'une autre parfois, et pour lesquels il faut que la justice accepte de rechercher la vérité. Corinne Herman a repris de nombreux dossiers qui collent avec le profil de Fourniret, déjà reconnu coupable du meurtre de 8 femmes, âgées de 12 à 30 ans. On voit un parcours criminel qui se dessine à travers ces victimes-là, parce que c'est une progression dans le temps. Elles n'ont pas toutes le même âge. Bon, il semblerait qu'Estelle soit la plus jeune.
En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la série qu'on connaît, elle est évidemment que la face émergée de l'iceberg. Je pense qu'il y a beaucoup de victimes et qu'il y en a encore beaucoup à trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que là, sur le tableau, il y a Michel Fourniret et Monique Olivier. Ah, pour moi, c'est un couple de tueurs, clairement. Sans Monique Olivier, cette liste de victimes n'existe pas. Ou pas de cette façon-là. Pour deux raisons. D'abord parce qu'elle participe au scénario criminel et elle l'aide à passer à l'acte. Tout seul, clairement, il n'y arrive pas. Il faut quand même dire qu'il n'est pas très doué. Et qu'avec son aide à elle, eh bien, il y arrive enfin. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle ne le dénoncera pas. Donc de toute façon, elle lui permet de récidiver pendant pratiquement 20 ans. Le parcours du couple criminel a pris fin le 26 juin 2003 à Sydney, en Belgique. Ce jour-là, une conductrice repère sur le bord de la route une jeune fille en détresse. Elle vient de s'échapper d'une camionnette dans laquelle un homme l'a enlevée et ligotée. Sur la route du commissariat, la jeune fille reconnaît son agresseur. La conductrice note sa plaque d'immatriculation. Et Michel Fourniret se retrouve derrière les barreaux. Mais à ce moment-là, les policiers n'ont rien d'autre contre lui. Le chef d'enquête, Jacques Fagnard, s'intéresse alors à sa femme, qui lui fait une drôle d'impression. On s'est dit quand même que dans cette chaîne-là, le maillon le plus faible, ça risquait d'être elle. Donc c'est surtout sur elle qu'on a mis l'accent. Elle se penche en avant, les cheveux pendent devant le visage, les mains tremblotantes. Dès qu'elle avait quelque chose à dire, elle montait ses mains devant la bouche et puis c'était pas un comportement normal, je veux dire. Le policier ne la lâche pas. Monique Olivier sera convoquée chaque semaine pendant 1 an. Jusqu'à ce jour de 2004 où il pose un journal sur le bureau. Michel Martin fait la une. Le procès du trou vient de se terminer. Sa femme est condamnée à 30 ans de prison. Elle finit par me dire, mais je ne sais pas grand-chose. Ça fait rien, on va toujours parler de ça. Donc on la laisse parler à ce moment-là, on l'oriente un peu, mais très gentiment, en caressant dans le sens du poil. Et puis là, elle nous dénonce son mari. Décidée à dire la vérité, Monique Olivier implique d'abord son mari dans le meurtre de 2 jeunes filles, Céline Saison et Maniana Tumpong. Dans les heures qui suivent, la liste s'allonge. Elle l'accuse de 6 autres meurtres. Ceux d'Elisabeth Brichet, Fabienne Leroy, Natacha Danet, Jeanne-Marie Desrameaux, Isabelle Laville et Farida Amish. Alors pourquoi n'a-t-elle pas dénoncé son mari plus tôt? Parce qu'elle avait peur. Parce qu'elle aussi c'est une victime, explique-t-elle. On a l'impression que cette femme, elle est dépassée par tout ce qui se passe autour d'elle, qu'elle était peut-être séquestrée par lui, qu'elle était retenue par lui, qu'elle était probablement sa victime. C'est, je dirais, de façon compassionnelle, la première tendance qu'on a en tant que femme, c'est de se dire cette femme est sa première victime à lui. Et donc j'ai tendance à avoir à ce moment-là une certaine compassion pour elle, effectivement. Mais ensuite, on va rentrer dans le dossier. Quand je lis, en fait, le premier procès-verbal où elle avoue ces faits-là, là, je commence à avoir un autre regard sur elle et j'ai une impression différente. Sa façon de décrire, de parler des victimes sans aucune compassion, sans aucune émotion pour ses victimes, moi, me montre qu'elle n'a certainement pas joué le rôle qu'elle nous indique et qu'elle n'est certainement pas cette victime qui apparaissait sur les images. Au fil de l'instruction et du procès, Monique Olivier va révéler plusieurs facettes d'une personnalité complexe. Tantôt faible, éteinte, fragile, tantôt complice, active et cruelle. Ça c'est quand elle ne veut pas... Quand on veut qu'on la considère comme une victime. Ça, c'est quand elle est jeune. Je trouve qu'elle a un regard très intéressant. C'est pas un regard de femme faible, étrangement, comme on aurait pu le croire. Et ça, c'est le jour du procès. Elle a laissé ses cheveux
retrouvé leur couleur naturelle, elle se les est coupées et elle s'est faite belle. C'est son moment. C'est son moment à elle. C'est le moment où elle tient, parce qu'il n'y a que elle qui sait exactement ce qui s'est passé. Harold Cobert a su dès la lecture des premières coupures de presse qu'un jour, il lui consacrerait un livre. Quand j'ai commencé le procès, lui, je l'ai trouvé horrible, mais on ne peut pas imaginer qu'une femme participe à ça, et encore moins une femme qui est mère. On se dit, une femme ne peut pas aider quelqu'un à violer une autre femme, et une femme qui est mère ne va surtout pas aider un mec à violer des jeunes filles. C'est impensable. L'image sacrée de la mère, écrasée par Monique Olivier. Pour comprendre, l'écrivain a voulu entrer dans la tête de Madame Fourniret. Il a rencontré l'homme qui a obtenu ses aveux, le commissaire Jacques Fagnard. Le policier lui a donné accès à une partie de la procédure. Vous voyez, on a aveu de ton tigre, les lettres mis en parallèle avec après les questions qu'ils ont pu leur poser et à quoi ça fait référence. Ça, c'est ce que vous a confié Jacques Fagnard après votre rencontre. Ouais, on a eu une longue rencontre et il m'a confié son dossier personnel. Le moment qui était une grande découverte, parce que c'est très dur d'y avoir accès, c'est tous les courriers qui se sont échangés quand Michel Fourniret était emprisonné à Fleury-Mérogis entre 1984 et 1987. La correspondance par laquelle ils se sont rencontrés. Les policiers belges ont retrouvé des lettres dans la maison des Fourniret. Une correspondance intime qui accrédite la thèse d'une épouse plus complice que victime. Le couple s'est rencontré par le biais de cette petite annonce, publiée par Michel Fourniret alors qu'il était incarcéré pour viol. Monique Olivier, séparée de son mari et de ses 2 enfants, flash sur celui qu'elle appelle très vite son taulard préféré. Ils échangent plein de mots doux quand même. Il lui donne plein de petits surnoms, elle lui en donne aussi. Ma mésange, ma Natouchka. Elle appelle mon tigre, mon Sharkan. Michel Fourniret ne se cache pas. Il confie à sa prétendante son obsession de la virginité. Il rêve d'enlèvement et de défloraison de celles qu'il appelle des membranes sur pattes ou des jeunes fentes. Dès le départ, Michel Fourniret inclut Monique Olivier dans ses projets. Si l'intention d'une défloraison revient un jour m'affleurer, je t'en parlerai librement. Monique Olivier, elle, ne recule pas. Le profil d'un duo criminel se dessine. Je veux travailler auprès de mon fauve. Le seconder me ferait tellement plaisir. Tu comprends ce que je veux dire ? En découvrant ça, il découvre qu'elle est complice active, c'est-à-dire qu'elle peut participer, qu'elle se propose, qu'elle accepte de le faire. Elle épouse le désir de Michel Fourniret d'avoir enfin accès à une femme vierge ou à des femmes vierges. Ça ne l'a pas dérangé outre mesure que cet homme soit ce qu'il était. En contrepartie, Michel Fourniret lui promet de tuer son mari pour la venger. Le pacte criminel est scellé. Même si elle dit qu'elle n'y croyait pas, ce ne sont pas des courriers anodins. C'est déjà un jeu très dangereux que de dire à un homme qu'on va lui fournir des victimes. Elle ne lui dit pas « non mais c'est horrible ce que tu me demandes, je ne peux pas continuer à échanger avec toi ». Non, au contraire, elle continue, elle en rajoute et il y a un jeu extrêmement pervers qui s'est mis en place, qu'ils vont mettre en image ensuite, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment le réaliser, ce parcours-là. Le couple met son plan diabolique à exécution 3 mois seulement après la sortie de prison de Michel Fourniret. Sa première victime s'appelle Isabelle Laville. Monique Olivier accepte de servir d'appât. C'est elle, seule, qui va aborder Isabelle et lui demander son chemin. Une femme au volant, c'est rassurant. L'adolescente ne se méfie pas et monte. Quelques centaines de mètres plus loin, Michel Fourniret fait du stop. Le piège se referme. Quand elle prend ce volant et qu'elle fait monter cette jeune fille qui est montée naturellement parce que c'était une femme qui était au volant, elle sait parfaitement que là, le scénario de mort est enclenché et que cette victime n'aura aucune chance. Et elle sait très bien ce qui va arriver à cette victime. Isabelle Laville sera violée et étranglée par Michel Fourniret, qui jettera son corps au fond d'un puits.
Il y a une façon de raconter les faits et de raconter froidement ce qu'elle a fait, notamment d'enlever toute seule une victime et de la livrer à son mari. Elle n'est pas une femme perdue, elle n'est pas une femme apeurée comme on la voit, elle est une véritable complice, voire plus que ça. Monique Olivier rejouera le scénario encore et encore. Au fil du temps, elle perfectionne sa technique. Enceinte, elle prétexte d'avoir besoin d'aide pour trouver un médecin. Plus tard, elle utilise son petit garçon pour gagner la confiance des jeunes filles. Comme ce jour, où elle réussit à faire monter en voiture Elisabeth Bréchet. La jeune fille de 12 ans est ramenée chez eux. Quand Fourniret se rend compte que l'adolescente a ses règles, il remet le viol au lendemain. Elisabeth passe la nuit à supplier Monique Olivier de lui venir en aide. Mais Monique Olivier ne bronche pas. Elle nous le raconte froidement, elle nous le raconte, c'est que ça l'a marqué quand même si elle le raconte. Mais elle le raconte, elle a laissé cette petite fille pleurer et l'appeler au secours toute une nuit. Quand les règles sont enfin terminées, Monique Olivier y va, nettoie la jeune fille pour qu'elle soit propre. Elle ouvre la porte. Sans doute que le fils est en train de jouer sur le tapis du salon avec l'un de ses Playmobil ou de ses chevaux de bois. Il est là et elle dit à Michel Fourniret, elle est prête. Le détachement de la mère de famille fait froid dans le dos. Un jour, Michel Fourniret emballe l'une de ses victimes dans un rideau de douche. Et il le sort, et je crois qu'il l'avait violée, qu'il l'a laissée quelques jours là. Et Monique est dans le salon, soit devant la télé, soit en train de faire la vaisselle. Il y passe, donc, comme ça, avec le cadavre d'une jeune fille dans un rideau de douche. Et il sort. Moi, je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là? Mon intuition et mon opinion, c'est qu'elle se dit, zut, j'aimais bien ce rideau de douche. Donc, c'est ce décalage-là qu'elle a. En plus, pour elle, elle trouve que le viol, ça n'est pas si grave que ça. Il y en a tous les jours partout et qu'on y survit très bien. Donc il me semble effectivement qu'elle fait partie de ces personnes-là qui n'ont pas d'empathie pour autrui, qui n'ont peut-être pas de ressenti, qui n'arrivent pas à comprendre la souffrance de l'autre. Si elle avait eu la moindre empathie pour ces malheureuses, elle ne l'aurait pas fait. Elle se serait dégagée de ce pacte criminel. Donc c'est même une nécessité, si je puis dire, pour l'efficacité criminelle, qu'il n'y ait aucun sentiment. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'ils en sont incapables. Ils peuvent avoir beaucoup d'empathie pour leurs voisins, leurs maris, leurs enfants. Ils peuvent être pétris d'empathie, mais pas dans cette zone qui est la zone du passage à l'acte criminel. Le psychiatre Daniel Zaguri a expertisé Monique Olivier. Pour lui, aucun doute. Madame Fourniret est bien une criminelle à part entière. Mais pourquoi a-t-elle participé à ces crimes? Son mari était obsédé par la virginité, mais elle, que cherchait-elle? Qu'est-ce qu'elle cherchait, Monique Olivier? Elle ne cherchait pas nécessairement à tuer, hein, je dirais même pas du tout. Ce qu'elle cherchait, Monique Olivier, c'est un homme qui puisse venger sa première vie. Une vie d'échec, échec avec son père, échec avec sa mère, échec avec son premier mari, etc. Et ces victimes étaient l'occasion, pour une fois dans son existence, de ne pas être elle, la victime. Elle était celle qui contribuait à mettre en échec des petites malheureuses. Donc c'était quelque chose pour Fourniret, mais c'était aussi quelque chose pour elle-même. Elle choisit la destinée de ces femmes-là. Et c'est un pouvoir, c'est une toute-puissance, c'est un pouvoir de décider de la mort ou de la vie de quelqu'un, que de la livrer à son ogre. J'ai cette idée qu'on la prenait pour un tout petit oiseau, pour une petite mésange, et qu'elle est aussi ogresse que son mari est ogre. Et en vrai, l'ogre des Ardennes, ça n'est pas Michel Fourniret. Et ça n'est pas elle non plus, c'est les deux. C'est le couple qu'ils forment. Parce qu'elle, sans lui, elle n'aurait pas fait ça. Lui, sans elle, ne serait jamais allé aussi loin. En fait, ils ont créé un monstre. C'est un monstre à deux têtes. Et sans l'une de ces têtes, ça ne marche pas. Une femme qui tire sa force de la puissance destructrice de l'ogre. Une femme qui l'encourage sur la voie de la cruauté.
Monique Olivier n'a décidément rien d'une mésange apeurée. Elle souffre d'une déviance à laquelle des psychologues ont donné un nom, l'hybristophilie. Parce que ces cas restent rares, les études sur cette déviance le sont aussi. L'hybristophilie, c'est une attirance sexuelle déviante de personnes qui tombent follement en amour passionnel sexuel avec le criminel. Du grec hybrizen, commettre un crime, et philène, aimer. L'hybristophilie, c'est l'amour pour un criminel parce qu'il est criminel. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont en manque probablement de sensation, de toute puissance ou de complétude, qui aiment ça se coller sur quelqu'un qui paraît également tout puissant. Alors, comme ça, ils jouissent par procuration. Ils se remplissent de cette apparence de toute puissance de leur mec tant aimé. Et la proximité avec le criminel satisfait les fantasmes sexuels de ces femmes. Hubert van Giesegem a pu l'observer. Ce psychologue a expertisé l'hybristophile la plus célèbre du Canada, Karla Homolka. Cette femme a franchi un cap dans l'horreur en livrant à son fiancé sa propre sœur. C'était un beau couple au départ. Même les parents de Karla étaient très contents d'avoir un si beau futur gendre dans la famille. Oui, c'était un couple apparemment normal. Apparemment, car le fiancé Paul Bernardo a quelques points communs avec Michel Fourniret. Comme lui, il est obsédé par la virginité. Comme lui, il a déjà violé. Et comme lui, il en a très vite parlé à sa future épouse. Karla a dit oui. Elle a dit oui, ça me plaît. Ça me plaît non seulement de le savoir que tu fais ça, mais ça me plairait même d'y assister et de participer. C'est ce qu'elle a fait. Décembre 1990. À quelques jours de Noël, Karla Homolka accepte l'impensable. Elle va offrir à son fiancé la virginité de sa sœur de 15 ans. Elle drogue donc Tammy pour que Paul puisse la violer dans son sommeil. Mais le plan tourne mal. Tammy convulse et meurt sur le trajet de l'hôpital. Six mois plus tard, Karla et Paul se marient, tout sourire, en grande pompe. Et alors qu'ils posent pour la photo, des promeneurs découvrent sur un lac tout proche le corps de leur deuxième victime. Leslie a été violée, tuée et démembrée. L'année suivante, c'est dans un buisson que Kristen est retrouvée morte. Elle aussi a été violée et torturée. C'est la troisième et dernière victime connue du couple. Le conte d'horreur prend fin le jour où Paul Bernardo s'en prend à son épouse. Karla porte plainte et apprend que l'ADN de son mari vient d'être identifié sur plusieurs victimes. Sentant le vent tourner, elle avoue. Oui, son mari a violé et tué. Oui, elle l'a aidé. Mais c'est parce qu'elle avait eu peur. Peur de lui. Une foule de gens se sont fait carrément rouler par elle, y inclus les policiers. J'ai eu l'occasion de voir tous les rapports qui ont été faits sur Karla. Énormément d'experts se sont fait avoir par son jeu. Tous faisaient des incroyables diagnostics tels que trouble de stress post-traumatique, syndrome de la femme battue, trouble de la personnalité dépendante, soit une victime totale. Karla Homolka, jeune femme fragile et sous emprise, échappe à la perpétuité. Elle écope de 12 ans de prison pour complicité. Mais quelques mois plus tard, les enquêteurs mettent la main sur des vidéos dans le plafond de sa salle de bain.
Carla y révèle un tout autre visage. Celui d'une femme souriante, dominante, qui s'amuse même à rejouer avec son mari la scène du viol de sa sœur. Les vidéos mettaient en scène une Carla totalement différente que celle qu'elle a présentée aux policiers au prime abord. Elle était aussi participante et aussi jouissante que Bernardo. Non, Carla n'est pas une fille écrasée par un monstre. Carla est probablement un petit monstre elle-même. Mais ça, on l'a su une fois que son procès était fini. Et on ne pouvait pas revenir parce qu'une fois un procès criminel fini, on n'y revient pas, même si on a des éléments nouveaux. Et des éléments nouveaux étaient pourtant épouvantables. Derrière l'ogre, l'ogresse, maléfique et jouisseuse. Les médias dénoncent l'aveuglement de la justice canadienne. L'image d'une Karla Homolka sous emprise vole en éclats. D'autant plus qu'elle n'a eu aucun mal à s'en libérer quand les choses ont mal tourné. C'est quand même étrange que cette fille-là n'a sauté du wagon qu'au moment où elle voyait sa propre vie en danger. Vous savez, tout est une question de coût-bénéfice. Si pour notre propre survie psychologique, nous avons besoin d'être en contact continu avec un criminel notoire, on peut bien payer le prix de sa propre empathie et de dire « Bah, ce que j'entends là et ce que je vois là n'est pas si grave que ça ». Monique Olivier, Michel Martin ou Karla Homolka vont très vite réaliser qu'elles ne se libèrent pas de leur emprise. Ces femmes hybristophiles, Isabelle Orlan les connaît bien. La journaliste a couvert de nombreux procès, dont celui du couple Fourniret. Lorsque je me suis intéressée à l'affaire Karla Homolka et Paul Bernardo, ça m'a rappelé le cheminement de Monique Olivier. C'est un peu la même trajectoire, c'est-à-dire que Karla, comme Monique, sont deux femmes qui, sans doute en elles, ont quelques traits psychopathiques, on va dire, puisque à la rencontre de leurs compagnons, elles vont se révéler des criminels. Il y a un partage de la volonté de violer à minima et d'assassiner à maxima. Donc, si elles restent, c'est que quelque part, elles y trouvent leur compte. Ça n'est pas possible autrement. Comme les rares professionnels qui ont rencontré ou étudié ces hybristophiles, la journaliste s'est interrogée sur leur responsabilité. L'ogre existerait-il sans son ogresse? Que ce soit chez Bernardo ou que ce soit chez Fourniret, personne n'est en mesure de dire que ces deux hommes ont tué avant de rencontrer leur compagne. Donc il y a une émulation. C'est-à-dire que lui sans elle n'aurait peut-être pas tué, elle sans lui n'aurait sans doute pas tué. Le mariage, la combinaison des deux a fait que ça a été l'explosion. Ça a été le festival dans l'horreur. Les observations d'hybristophiles menées à ce jour montrent que ces ogresses ne sont ni des folles, ni des imbéciles. Elles appartiennent à tous les milieux et présentent une perversité qui se révèle au contact d'un homme capable de tuer. Ces duos de meurtriers redoutables, c'est la forme ultime de l'hybristophilie. La plus agressive, la plus rare aussi. Le plus souvent, l'hybristophile est juste une femme transie d'amour pour un criminel. Les violeurs en série, les tueurs d'enfants, n'ont ainsi aucun mal à trouver une compagne, même en prison. Mais si ce n'est pas pour l'accompagner dans le crime, qu'est-ce qui pousse une femme à flirter avec le mal? La première fois qu'Isabelle Orlan s'est intéressée à ce phénomène, c'était en 2001, au procès de Guy Georges. Le tueur de l'Est parisien comparaissait pour les meurtres de 7 jeunes femmes. Toutes avaient été violées avant d'être sauvagement assassinées.
J'avais remarqué que beaucoup de jeunes filles venaient observer cet homme. Elles semblaient fascinées. Donc ça m'avait vraiment intriguée. Et puis les années ont passé et au fur et à mesure que je couvrais des procès d'assises, je voyais de plus en plus de femmes au premier rang, au second. Et en fait, je me suis demandé comment on pouvait être attiré par quelqu'un qui, comme Guy Georges, avait violé et tué. Déjà, être attiré par un criminel, c'est pas commun. Mais alors, être attiré par un violeur, lorsqu'on est une femme, il y a quelque chose de très singulier, pour ne pas dire plus. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au phénomène pour en faire un article. Et puis, je me suis aperçue qu'en déroulant la plotte, c'était un phénomène absolument exceptionnel, international, et sur lequel quasiment personne n'avait écrit. Isabelle Orlan a recueilli tant d'exemples que son article est devenu un livre. 208 pages d'histoires d'amour fou pour des criminels. Le tueur en série qui l'a le plus marqué, c'est Ted Bundy. Cet Américain a violé, tué, décapité certaines de ses victimes. Et il revenait régulièrement violer leur corps en décomposition. À son procès en 1976, les femmes se battaient pour être au premier rang. Elle savait que c'était vrai. Bon, il avait tout avoué, il revendiquait ses crimes. Hein. À la fin, tout à la fin de sa vie, il a admis avoir commis 36 ou 37, je cite de mémoire, assassinats. Bon, mais elle ne voulait pas voir ça, les femmes. Elle le trouvait beau. Mais la beauté n'explique pas tout. Les tueurs en série n'ont pas tous des allures de jeunes premiers. Anders Breivik, l'auteur de la tuerie en masse en Norvège en 2011, reçoit en moyenne 800 lettres par an. Là, c'est plus pour le physique, c'est pour la surpuissance. C'est qu'Anders Breivik, c'est quand même quelqu'un qui va tuer en une journée 77 personnes, sans coup férir. D'abord, il y a la bombe à Oslo, et puis ensuite, il y a l'île. Et sur l'île, il fait un massacre incroyable en étant le Rambo qui passe au travers de tout. Il passe au travers de ceux qui ripostent, il passe au travers de ceux qui tentent de le désarmer, et puis bien sûr de la police. Donc c'est la surpuissance. Et ça fascine énormément. C'est le super-héros, celui qui a le pouvoir de vie et de mort sur autrui. Même Luca Magnotta, homosexuel revendiqué, qui a tué, violé et découpé son amant en 2012 au Canada, même lui attire les femmes hétérosexuelles. On est tout à fait dans le registre de la fascination pour un chanteur, pour un acteur. Le nombre de femmes auxquelles j'ai parlé en faisant ce livre, qui disaient « je l'ai vu en photo dans le journal et j'ai commencé à découper sa photo et à les punaiser sur le mur de ma cuisine pour le regarder tout le temps ». Enfin, au secours. C'est aussi la faute, vous voyez, des médias. Même s'ils font horreur à la plupart des gens, ils sont à leur manière célèbres. Et il y a une attirance de ces femmes de pouvoir s'imprégner de cette célébrité. Donc il y a aussi une dimension de mégalomanie, de grandiosité, enfin de recherche de célébrité. En France aussi, les avocats des tueurs en série ont observé ce phénomène dans les cours d'assises. En 2002, Pierre Alfort a défendu Patrice Allègre, condamné à la prison à perpétuité pour les viols et les meurtres accompagnés d'actes de torture de 5 jeunes femmes. À l'issue du procès d'assises, une lettre m'a été déposée sur la barre de la cour d'assises, une lettre anonyme d'une jeune fille qui m'expliquait ou qui me demandait de transmettre cette missive à Patrice Allègre en mentionnant qu'elle était amoureuse de lui. C'est un cri du cœur. Les termes, c'était Patrice, j'ai assisté à votre procès, je suis amoureuse de vous, je vous aime, et pas de signature, donc elle n'espère rien en retour. Il y a une espèce d'insulte aux familles et aux victimes.
Moi, j'ai eu à intervenir dans le dossier de Francis Saulme, je suis intervenue contre Émile Louis, il y a eu Fourniret, il y en a eu d'autres. On voit dans les procédures, il y a des lettres de ces femmes qui veulent absolument s'approcher de ces criminels et qui ont une espèce de fascination. Et même en audience, moi je me rappelle d'un épisode pour Francis Saulme où une femme est venue nous donner une lettre qui était une lettre pleine de petits cœurs et d'amour pour Francis Saulme. Aucun d'eux échappe à ces lettres qui sont dérangeantes quand on les lit. Voilà, mais même Émile Louis, on a eu, enfin tout le monde, ils en ont tous eu, donc c'est un phénomène quand même intéressant à évaluer. Émile Louis et des lettres d'amour. Bien sûr, Émile Louis, Francis Saulme, tous ces grands tueurs déclenchent quelque chose chez ces femmes-là. Francis Saulme, on avait même une millionnaire qui venait nous voir parce qu'elle était prête à tout faire pour l'approcher et qui avait cette espèce de fascination pour Francis Saulme. C'est très dérangeant en fait. Un visage ingrat, pas vraiment du genre à faire fantasmer une femme. Francis Saulme, le routard du crime, a été reconnu coupable de 11 meurtres de femmes, d'hommes, d'enfants, âgés de 8 à 86 ans. Des meurtres d'une rare brutalité. Alors, bien reçu votre carte avec plaisir. Chère Jane, bonjour. Je crois que vous avez pensé à moi et vous remercie. Le procès de Lyon s'est bien passé. J'ai répondu à toutes les questions. Tout le monde m'a écouté. Je pense que cette carte vous fera plaisir. Je pense toujours à vous. À bientôt. Je vous embrasse. Francis. On lui a souvent prêté une relation amoureuse avec Francis Saulme. Jenny Land, la millionnaire qui cherchait à s'approcher du tueur, a finalement réussi. Elle a échangé cette correspondance nourrie avec lui pendant 8 ans. Voilà, ça c'était ses préférés parce qu'il y avait des vélos. Il adorait. Il attendait les lettres avec impatience. Jane a travaillé comme mannequin et s'est mariée avec un riche homme d'affaires. Mais elle est aussi écrivain et auteur de romans noirs. La première fois qu'elle a vu le visage de Francis Saulme, c'était dans un magazine en 1992. La romancière a été immédiatement intriguée, inspirée par cet homme. Je trouvais qu'il avait l'air d'avoir peur. Or, c'était le contraire. Normalement, c'était lui le prédateur. Et il avait l'air du gibier plutôt qu'autre chose. Donc, c'est cette contradiction, je suis pleine de contradictions, comme beaucoup de gens, qui me séduisait pas, bien évidemment, mais m'intéressait. Et je me suis mis à écrire, et j'ai dit, je vais écrire 10 pages. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais, j'avais envie d'en apprendre davantage. Et de me demander comment un garçon, d'après sa sœur, si gentil, et puis on arrivait là. Jenny Land a été touchée par l'histoire de Francis Saulme. La misère dans laquelle il a grandi. Son enfance chaotique. Disons que dès le départ, il s'est trompé de chemin. Et il n'a jamais trouvé le bon. Il était très maltraité. Il se faisait battre comme plâtre. Et la mère les nourrissait avec du canigou, du ronron, ou je sais pas quoi. Elle partait boire. Enfin, on se prend presque à avoir... Comment pourrais-je... Pas de la sympathie, mais de la compassion. J'ai compris que quand il était petit, il s'auto-mutilait. Et puis il avait une adoration pour sa mère. Et quand sa mère est morte, 3 semaines après, il ne s'auto-mutilait plus, ni le tuait. Jane a publié un livre, Le portrait d'un tueur, dans lequel elle donne sa version plutôt indulgente du parcours criminel de Francis Saulme, avec une frustration. Ne pas avoir pu le rencontrer. Toutes ses demandes de visite lui ont toujours été refusées. Départ pour Metz. Jane va assister au 7e procès de Francis Saulme devant les assises. Décembre 2001, quelques mois après la sortie du livre. Francis Saulme doit comparaître pour le meurtre d'Annick Maurice, une femme de 26 ans. Il m'avait dit, vous me ferez un signe, ça me donnera du courage. Alors bon. Ce jour-là, les caméras de l'émission 7 à 8 suivent Jane.
Voici Holm, serial killer. 5 meurtres reconnus déjà à son actif. Condamné 2 fois à la perpétuité. Holm vieillit, amaigri par 6 ans de détention. Visage impénétrable, énigmatique. Il entre, enfin on le fait entrer, c'est comme une bête fauve dans une cage. Les journalistes se précipitent, etc. Alors il est terrifié. Il regarde comme ça, de façon circulaire. Jane est dans la salle avec le public, elle cherche son regard. Soudain, le visage d'Holm s'éclaire. Il a reconnu Jane. Petit signe furtif, comme promis. Alors je fais ça. Alors il se tourne vers moi avec un grand sourire. Tout le monde me regarde. La honte quand même. Hein. Sentiment de gêne dans l'assistance aussi. Impression que la belle est venue approcher la bête. En décalage total avec la gravité des faits et la douleur des proches. Il y avait la famille qui était là et qui me regardait avec perplexité et haine, bien sûr. Je voulais aller leur parler d'ailleurs. Et puis le journaliste qui était avec moi dit non, n'en faites pas ça, ils ne comprendraient pas. Évidemment, pour les familles, ça doit être une double peine. Non seulement ils perdent un être cher, mais en plus, ils voient auréolé de la lumière des médias celui qui est responsable de tragédie. Jane n'a jamais revu Francis Holm et leur correspondance a fini par s'arrêter. La romancière a flirté avec l'interdit. Mais elle le jure, elle n'a jamais ressenti d'attirance amoureuse ou sexuelle pour le tueur. D'autres correspondances peuvent en revanche donner naissance à de véritables relations. En août 2019, quand l'avocat de Patrice Allègre a demandé la remise en liberté de son client après 22 ans de détention, il a révélé qu'une femme soutenait cette requête. Ils se sont rencontrés à la suite d'une correspondance qui avait été envoyée par cette femme à Patrice Allègre. Ils ont échangé pendant quelques semaines ou quelques mois et elle a fini par venir le rencontrer à la centrale de Moulins. Et manifestement, la bonne relation qui résultait des échanges de correspondance s'est confirmée lorsqu'ils se sont rencontrés. Ils se voient au parloir 2 ou 3 fois par semaine et cette relation convient aux deux, sinon ça ne peut pas continuer. Il est tombé amoureux? Oui, il est tombé amoureux et je crois qu'elle est tombée amoureuse. Enfin, pour quitter son pays natal et se rapprocher de l'endroit, de la centrale où vit Patrice Allègre, je crois qu'il faut une certaine dose d'amour. Marie, c'est son prénom d'emprunt. Elle a longtemps hésité avant de témoigner. Elle a d'abord voulu le faire face caméra, crier au monde entier son amour pour son homme. Puis elle s'est rétractée. Peur du regard des autres, peur d'être reconnue, insultée. Elle a finalement accepté de témoigner à distance, par mail. Ce qui est extrêmement difficile, c'est d'aimer un homme considéré comme un monstre et autant médiatisé de manière aussi négative parce qu'il a commis des actes irréversibles et de savoir qu'il ne correspond pas à ce qui est véhiculé. Je suis comme vous. Les meurtres, les infanticides, les féminicides me touchent, me fâchent et ne devraient pas exister. Cependant, ce qui me différencie, ce sont les questionnements qui surviennent en moi par la suite et ma soif de compréhension. C'est Marie qui a contacté Patrice Allègre. Cette Canadienne était étudiante en criminologie et préparait un mémoire sur le passage à l'acte des tueurs sexuels en série. Évidemment, tomber amoureuse d'un détenu n'était pas prévu. Mon travail de recherche consistait à approfondir un lien de confiance, analyser ses rêves, son passé, son présent. Après quelques échanges de courrier, Marie a traversé l'Atlantique. Pour valider son étude, elle devait rencontrer Patrice Allègre, en tête-à-tête. Au premier parloir, coup de foudre, immédiat et réciproque. Marie tombe amoureuse de cet homme dont elle connaît pourtant parfaitement le passé criminel.
Violée, torturée, étranglée dans son appartement parisien. Isabelle est la dernière victime d'une longue série que Patrice Allègre va révéler en partie aux enquêteurs toulousains à sa recherche depuis plusieurs mois pour d'autres crimes. L'horreur des faits n'effraie pas l'amoureuse d'Allègre, qui cherche à comprendre, épluche les expertises. Les psychiatres y décrivent un Patrice Allègre impulsif, froid, indifférent à l'égard des victimes. Marie se montre beaucoup plus indulgente, jusqu'à remettre en cause le travail des experts. Au fil des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des manquements et des erreurs sur la manière d'interpréter les faits. Il n'a jamais prémédité les actes, n'a jamais suivi ses victimes en les surprenant par infraction au domicile dans le but de les violer et tuer, n'a jamais éprouvé une jouissance à commettre ces crimes. Marie en est persuadée, Patrice Allègre n'est pas un tueur en série comme les autres. Et s'il est passé à l'acte, c'est à cause d'un traumatisme dans son adolescence. Patrice, à l'âge de 13 ans, s'est fait sodomiser par 2 hommes lui ayant auparavant injecté de l'héroïne. Et après l'avoir violé, ils l'ont abandonné sur le bord d'un chemin au milieu de nulle part. Je me suis reconnue à travers son parcours. J'ai été battue, violée, abusée et humiliée, comme lui l'a été. Je vous demande de le regarder autrement, de croire en l'humanité et en ce qui existe de plus fort que nous, de croire en la rédemption. Nous avons beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse tomber amoureuse d'un homme qui a massacré, violé, torturé. Mais peut-être que c'est justement pour ces raisons-là qu'elles sont attirées avec ce fantasme qu'avec elle, il va être différent. Qu'avec elle, et par la force de leur désir, par la force de leur amour et de leurs sentiments, ils vont être transformés. Un peu comme certaines femmes, parfois, tombent amoureuses d'homosexuels en disant « moi, il va me désirer, parce que c'est moi, et parce que l'intensité de mes sentiments amoureux vont le changer. » Et vouloir réparer l'autre, c'est aussi, dans une certaine mesure, pouvoir dénier sa propre fragilité. Des sauveuses, persuadées qu'elles vont faire du mauvais garçon quelqu'un de bien. C'est le profil de la plupart de ces femmes hybristophiles. Intelligentes, souvent bien insérées socialement, beaucoup de ces femmes n'ont aucun mal à approcher ces hommes en prison parce qu'elles y travaillent. Le phénomène reste un tabou, mais 2 femmes ont accepté d'en parler. Fadila Douki est surveillante de prison et Farida Eddafiri, conseillère en insertion professionnelle. L'amour avec un criminel en détention, elles en sont témoins, ça peut arriver. On sait pertinemment que c'est interdit. On sait qu'on n'a pas le droit d'enfreindre la loi, à savoir créer des liens avec les personnes détenues qu'on garde. Mais ce que la bureaucratie et le gouvernement ont tendance à oublier, c'est qu'on est des êtres humains et que c'est fort possible qu'une surveillante ou une conseillère d'insertion de probation, qu'un médecin, qu'une assistante sociale, qu'une magistrate, qu'une avocate, qu'une directrice tombe amoureuse des personnes détenues. C'est pas compatible. Pour autant, c'est arrivé. Voilà. J'ai vu des cas de collègues qui basculent et qui finissent en mandat de dépôt. Donc, ça commence par une amourette et puis ça finit par entrer de l'alcool, des produits, et puis ça finit en détention. Donc, c'est quand même une sacrée régression de passer de personnel pénitentiaire à incarcéré pour mandat de dépôt. Enfin, je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Moi, j'ai tendance à dire, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais est-ce que ces femmes qui développent des sentiments, est-ce que quand on a des sentiments, parce que, alors c'est quoi la phrase, la raison sur la raison, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Que la raison ignore, ouais. Bon, on est en plein dedans. Et quand la passion prend le dessus, ces femmes réécrivent toujours l'histoire. Quand elles disent être amoureuses, on constate qu'il y a souvent une minimisation des faits qui ont été reprochés à la personne. On a tendance à resituer, à recontextualiser, à trouver des excuses, minimiser les faits, voire des fois, parfois, pour certains cas, les nier.
à savoir que la personne était innocente, tout simplement. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a des sentiments qui se sont noués, je pense que le reste est mis de côté quelque part. On voit qu'il y a eu un échange et qu'effectivement, elles ont adhéré au discours de la personne dont elles sont tombées amoureuses. L'hybristophilie en milieu carcéral peut briser des vies. Philippe Ben-Simon a été criminologue au sein d'un établissement pénitentiaire pendant 27 ans. Il a vu des collègues ruiner leur mariage et leur carrière. Certaines mettre fin à leur jour pour un amour en prison. Pionnier sur l'étude de ce phénomène, c'est aussi l'un des premiers à avoir alerté sur le sujet. Nous qui regardons ça de l'extérieur, on peut se poser beaucoup de questions en se disant cette personne est folle, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, loin de là. Le plus souvent, l'hybristophile est une femme en grand manque d'affection et de confiance en elle. Vous avez beau être mère de famille, etc., bien gagner votre vie, sur le plan personnel, sur le plan affectif, sentimental, c'est un échec total. Et là, vous rencontrez quelqu'un qui est honni par le grand public, qui a défrayé la une des médias, et lui vous entend, lui vous regarde d'une façon très différente. Et vous allez finir par vous éprendre de la personne détenue et vous glisser lentement. Et lui, pour lui, vous êtes une sirène, vous êtes ce qu'il n'a pas. Un homme en prison, c'est un homme docile, inoffensif, un homme fidèle et romantique. Pas étonnant que des femmes fragiles tombent sous le charme. Mais pour Corinne Herman, l'hybristophilie, même passive, reste une expérience dangereuse. Tomber amoureuse d'un mauvais garçon, tomber amoureuse de quelqu'un qui a commis des faits, c'est pas en soi critiquable, c'est pas ça, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est que là, on est quand même devant des hommes qui ont tué des femmes, qui ont tué des enfants, par choix, par goût, en fait, par plaisir de tuer, de donner la mort, de se donner cette importance-là et de voir la mort dans le regard d'une enfant. Et on envisage une relation avec eux. Moi, l'idée que la main qui me caresse a étranglé une gamine, que d'avoir une relation sexuelle avec un sexe qui a fait du mal à des femmes, c'est pas possible. Et ces femmes qui vont voir ces criminels-là, elles fusionnent totalement avec ces hommes-là. Pour moi, c'est le même désordre que Monique Olivier quand elle échange en prison avec lui et qu'elle va passer à l'acte. Il y a le même risque à un moment donné. Comme dans les contes pour enfants, l'ogre se transforme rarement en prince charmant. S'il sort un jour de prison, le risque est grand de le voir rattrapé par ses vieux démons. Il faut bien l'admettre, les histoires d'amour hybristophiles finissent mal, en général. Et une fois que le détenu sort, il est pris dans la routine, dans le quotidien. Il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'attente. Ça tombe. C'est beaucoup moins romantique. Du coup, l'histoire, elle perd de son romantisme et de son... Voilà, il y a un désenchantement, quelque part, qui se fait. Le risque, évidemment, c'est que les pulsions criminelles n'aient pas été étouffées et que ça ressurgisse envers elle, même peut-être. Hein. Et donc, en cela, c'est sûr que ça se termine le plus souvent mal.